ils ont pris beaucoup de territoire. Sous Biden, ils ont pris presque tout. Enfin, c'est une question de temps, mais sous le président Trump, ils n'ont rien pris. Sous moi, rien du tout. C'est moi qui ai dit, vous ne pouvez pas construire ce pipeline. Moi, je suis arrivé et j'y ai mis fin. Nord Stream 2, personne n'avait entendu parler à l'époque. Peut-être que vous n'en y avez jamais entendu parler. Moi, j'ai mis fin à ce projet. Je n'étais pas un ami de la Russie, mais je m'entends bien avec Poutine. C'est bien de s'entendre comme ça avec certains pays. Mais c'était différent sous Biden. Biden est arrivé, il a approuvé ce pipeline et je n'en ai pas cru mes yeux. On disait Trump était conciliant avec la Russie, mais pas du tout. Moi, j'ai mis fin au plus grand projet de développement économique avec la Russie. Le plus grand projet de développement économique de la Russie. J'ai mis fin, ce projet était mort. Et ce président débile est arrivé et il les a laissés construire ce pipeline qui a fourni du gaz et du pétrole dans toute l'Europe. C'était une énorme erreur. Le président Poutine m'a invité, il a demandé à ce que je m'implique, et je crois qu'il souhaite mettre fin à cette guerre, je l'ai dit. J'ai été déçu à plusieurs reprises. Pourquoi? Puisque j'ai des appels de bonne qualité, et puis ensuite des missiles sont lancés sur Kiev, et vous avez 50 personnes qui sont mortes dans les rues de Kiev. C'est atroce. C'est une guerre terrible. 5000 à 7000 personnes meurent chaque semaine. Et personne dans cette salle n'arrive à imaginer ce que ça peut faire. Ces missiles atterrissent dans les rues, ils tuent des gens, des civils, mais sur ces 5000 à 7000 personnes, il y a beaucoup de soldats ukrainiens notamment, qui sont de plus en plus âgés. C'est vraiment une guerre terrible. Ça, c'est la guerre de Joe Biden. Ce n'est pas ma guerre. J'ai fait un accord avec l'OTAN. Vous en avez beaucoup parlé. Nous ne payons plus rien. Nous ne payons plus rien à ce stade. On nous achète des choses, l'OTAN nous achète des choses et ensuite c'est livré aux Ukrainiens. Sachant que les pays de l'OTAN ont augmenté leur budget de défense de 2 à 5%. C'est leur engagement. Biden, lui, avait validé 350 milliards de dépenses pour l'Ukraine. Les Européens seulement 100 milliards. Beaucoup d'argent gaspillé, beaucoup de morts. Et c'est la pire chose qui s'est produite depuis la Seconde Guerre mondiale. Bien, j'y vais pour parler à Vladimir Poutine. Et je vais lui dire des choses. Il faudra qu'il mette fin à cette guerre. Il le faudra. Il ne va pas se moquer de moi. Il ne se serait pas moqué de moi. Cette guerre n'aurait pas commencé si j'avais été là. En tout cas, c'est ce que nous nous sommes dit. Et lorsque l'élection a été truquée, lorsque Biden est arrivé à la présidence, eh bien, c'est son style automatique qui est arrivé au pouvoir. Et puis, des choses stupides ont été dites et de mauvaises choses ont commencé à se produire. Cette guerre a commencé. Mais je ne crois pas que ça va se reproduire. Pourquoi? Parce qu'il faut que nous y mettions fin. Et sinon, si ça se poursuit, on peut aboutir à une troisième guerre mondiale. Cet appel a été très respectué. Le président russe va nous rendre visite dans notre pays. Nous ne nous rendons pas chez lui ou il ne se rend pas avec moi dans un pays tiers. Il vient chez nous. Et je crois que ces conversations seront constructives. Et puis immédiatement, peut-être sur le retour, peut-être en sortant de la pièce, je donnerai un appel aux dirigeants européens avec lesquels je m'entends bien. Je m'entends très bien avec Zelensky, mais j'ai été en désaccord avec ce qu'il a fait. Fortement, cette guerre n'aurait pas dû se produire. Je parlerai à Zelensky. Ensuite, la rencontre d'après sera avec Zelensky et Poutine ou Zelensky et Poutine directement. Je ne sais pas où je serai, mais je crois que je devrais faire le lien entre les deux dirigeants. J'ai été ennuyé par le fait que Zelensky dise on aura besoin d'un accord constitutionnel pour faire tel ou tel accord. Je ne sais pas s'il a besoin d'un accord constitutionnel pour continuer la guerre ou pas. Et il faudra que des territoires soient échangés. Il le faudra. Et en conversation, en lien avec tout le monde, pour le bien commun, pour le bien de l'Ukraine. Bien sûr, il y aura aussi des désavantages des deux côtés. Des avantages, des inconvénients. Ça sera complexe, vous avez une ligne qui est très irrégulière, et il y aura des échanges de territoires, des changements de contrôle de certaines parties du territoire. Nous allons
changé le tracé de la frontière. Et nous allons tenter de récupérer un certain nombre de territoires pour l'Ukraine. Les Russes ont pris des territoires de première qualité. Si vous possédez un morceau de la côte ou au bord d'un lac ou d'une rivière, eh bien, on appelle ça de l'immobilier de premier plan. Et l'Ukraine a perdu, oui, a perdu ses côtes. C'est comme ça, une bonne partie de sa côte. Il reste une partie de la côte du côté d'Odessa, mais le reste est perdu. Ensuite, il est possible que je quitte cette réunion et que je dise bonne chance à tous. Je me retire. Mais je crois que Poutine voulait initialement tout l'Ukraine. Mais si ça avait été moi, bien sûr, cette guerre n'aurait pas commencé. Et nous n'en serions pas là. Quoi qu'il en soit, je vais le rencontrer. Nous allons voir quels sont les différents paramètres de ces négociations. Le président Zelensky, les Européens seront informés par moi directement après la réunion. Bien sûr, je vais leur dire non, c'est pas à moi de faire un accord. L'accord doit être fait par les deux partenaires. La Russie doit retourner à son développement, un pays immense sur 11 fuseaux horaires qui doit s'occuper de lui-même. C'est le plus grand pays du monde, un pays qui a un potentiel absolument énorme, mais qui ne s'en sort pas bien, avec une économie en difficulté. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle a été perturbée par ces événements. Et quand le président des États-Unis dit à leur deuxième ou troisième plus grand acheteur de pétrole qu'il a des droits de douane de 50% en cas de poursuite des achats de pétrole de la Russie, ça fait mal. Ça fait mal. Et personne n'aurait été aussi dur que moi, je le répète, et je ne m'en suis pas tenu qu'à ça. J'ai dit d'autres choses, des choses encore plus fortes. Voyons voir. Est-ce qu'on arrivera à un cessez-le-feu? J'aimerais que ces deux parties trouvent un accord qui prenne en compte les intérêts des deux parties, mais il faut s'y mettre à deux. J'ai une bonne relation avec le président Poutine jusque-là. Je n'ai pas été tendre avec lui, en particulier sur l'affaire du pipeline, je le répète, j'y ai mis fin. J'ai également fourni des missiles Javelin à l'Ukraine, des missiles anti-chars. Les Ukrainiens disent que Obama leur a envoyé des draps, moi je leur ai envoyé des missiles anti-chars. Et sans ces munitions, les Ukrainiens n'auraient pas réussi à détruire les blindés russes qui sont entrés en Ukraine en 2022, bloqués dans la boue et ensuite tapés par les missiles. Sans ça, peut-être que les Russes auraient été en 4 heures à Kiev. Au lieu de ça, les chars russes se sont embourbés au nord de Kiev. Donc on avait ces chars embourbés, tapés par les Javelin. Je ne sais pas qui était le général en charge de cette opération, mais connaissant Vladimir, j'imagine que ce général n'est plus en poste actuellement. Des chars alignés comme à la parade, frappés les uns après les autres par les Javelin américains, opérés par les Ukrainiens. Bien, je vais rencontrer le président Poutine, je vais voir ce qu'il a en tête, ce qu'il va me dire, et si l'accord me semble bon, je vais en parler aux leaders européens, aux chefs de l'OTAN et également au président Zelensky. C'est lui que j'appellerai d'abord, par respect pour lui, et j'appellerai les autres après lui. Deux options ensuite pour moi. Continuez à vous battre, bonne chance pour la suite, ou alors, voilà, on a un accord. 88% des Ukrainiens souhaitent qu'il y ait un accord. Il y a 3 ans, tout le monde était à fond pour la guerre. Tout le monde est pour la guerre jusqu'à ce qu'elle se produise. Ça s'est produit avec différents pays. On n'avait pas d'accord avec tel ou tel pays. Et puis, j'appelle un de ses dirigeants, j'appelle le dirigeant, très dur, vous savez de qui je parle. Lors de mon premier mandat, je l'appelle. Lorsque la guerre commence, c'était terrible, des morts dans tous les coins. Et puis ce dirigeant a fait 1 semaine de guerre, et puis ensuite, il a fait l'accord que j'avais proposé. Pourquoi? Parce que cette guerre était sale. Allez-y. Vladimir Zelensky n'est pas invité vendredi? Il se rend, vous savez, ça fait 3 ans et demi qu'il est là et il se passe rien, mais il sera là.
3 ans et demi qu'il est là. Vous savez ce que c'est qu'un bon accord? Eh ben, je vous dirai après la réunion. On peut avoir différentes définitions de ce que c'est qu'un bon accord. On peut avoir un accord très exhaustif, très large, très complexe. La guerre à laquelle j'ai mis fin entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, et bien sûr cette guerre, on avait un cas presque aussi complexe que celui-ci, avec différents paramètres, les routes, la frontière, ainsi de suite. On aura cette rencontre avec Vladimir Poutine, et à l'issue de cette rencontre, peut-être dans les premières 2 minutes, je saurai si on a un accord ou pas. Parce que c'est ce que je fais, vous savez. Je fais des accords. Deux questions sur la Chine, sur la Russie. D'abord sur la Chine. L'administration a accepté d'envoyer... Non, pas les semi-conducteurs les plus modernes, les plus obsolètes. Non, c'est un semi-conducteur ancien, obsolète, qui a été validé pour exportation vers la Chine. Les Chinois les utilisent déjà de toute façon. Donc j'ai parlé aux dirigeants d'NVIDIA. On parle ici du H20, un semi-conducteur d'une génération ancienne. Les Chinois en ont déjà, sous une autre nature, sous un autre modèle, sous un autre nom. Mais ils ont déjà cette technologie. Ou alors ils ont une combinaison d'autres choses. Jensen est un type très brillant. Il y a également ce qu'on appelle le Blackwell. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est un modèle très avancé. 17h44 sur BFM TV, vous avez entendu Donald Trump en direct, qui a pris la parole avant cette rencontre vendredi en Alaska, ce sommet entre lui et Vladimir Poutine. Donald Trump qui avoue avoir été contrarié par le refus de Volodymyr Zelensky de céder du territoire à la Russie. Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France en Russie, on imagine mal, en tout cas à entendre les propos du président américain, on imagine mal que Volodymyr Zelensky pourra passer à côté du fait de céder des territoires aujourd'hui. Oui, en effet, on vient d'avoir un exemple de très bon Trump, c'est du Trump pur jus. Il critique sur le plan de la politique intérieure Joe Biden. Si j'avais été au pouvoir, si on n'avait pas truqué les élections, il n'y aurait jamais eu cette guerre. Il répète cela, naturellement à destination de sa base électorale, et il ne change pas de scénario en réalité et d'histoire contrefaite. Et puis, effectivement, il dit qu'il veut que cette guerre cesse. Et il dit clairement que si elle ne cesse pas, eh bien, que les autres, que les Européens, que les belligérants se débrouillent. Donc il annonce son désengagement. C'est évidemment très important parce que c'est la pression maximum qu'il met sur Zelensky et d'ailleurs sur tous les Ukrainiens, parce qu'avec l'élégance qui ne le caractérise pas, il a mentionné en passant le général qui était le général qui avait été l'auteur qui avait utilisé les javelines que lui-même avait fournies pour faire exploser les chars les premiers jours de l'invasion. Et ce général, c'est celui qui est actuellement ambassadeur à Londres. Jaloujny, qui est un autre personnage qui reste très populaire à l'intérieur de la... Donc c'est une menace voilée à l'égard de Zelensky. Parce que dans ce genre de propos, effectivement, je crois que Trump est un orfèvre. Et puis, effectivement, il dit clairement qu'il va discuter avec Poutine, et avec Poutine tout seul, bien entendu, les échanges de territoire. Mais ça veut dire quoi, les échanges de territoire? Il ne le sait pas lui-même, apparemment. Alors, il fait la glose de ce que peut être le Donbass. Bien sûr, on sait que les Russes tiennent au Donbass, très bien. Il a l'air de faire l'impasse sur Zaporijjia et sur Kherson, les deux oblasts que les Russes ont adoptés, et en incorporant ça dans leur constitution, en laissant peut-être croire que les Russes pourraient laisser tomber, que l'armée russe pourrait reculer dans la partie de ces deux oblasts qu'elle occupe. Là, évidemment, il se trompe complètement, parce qu'il est exclu que Poutine puisse faire reculer son armée. Et puis, il méprise souverainement les populations qui habitent dans ces territoires qui pourraient éventuellement être échangées. Parce que les populations, c'est elles qui souffrent. Ceux qui sont occupés par les Russes, qui sont russifiés, qui sont martyrisés s'ils manifestent... Théo direct, on va écouter de nouveau le président Trump qui parle de l'Ukraine. La Russie vous a fait la guerre. Ça a été une déclaration très importante. Alors, ils ont battu Biden sur le dossier commercial, mais pas moi.
La dernière fois, je leur ai déjà mis des droits de douane très importants, des centaines de milliards de dollars. Et sans le Covid, on en serait déjà là. On finance des centaines de milliards de dollars rentrent au titre des droits de douane. Nous ne faisons qu'une seule chose. Nous répliquons, nous leur faisons ce qu'ils nous font. Et c'est une très belle chose. La dernière fois, 25 milliards de dollars en excédent. Et d'où ça vient? Ça vient des droits de douane. Et je pense qu'on s'en sort très bien. Je m'attends à avoir une rencontre avec Poutine. Et je pense qu'elle sera bonne. Peut-être qu'elle sera mauvaise. Encore une fois, moi je suis là pour une raison, pour mettre fin à une guerre que quelqu'un d'autre a commencée, qui n'aurait jamais dû commencer. Si je peux y mettre fin, très bien. Une guerre complexe, avec avec un passif très lourd entre les deux pays. Ça fait 3 ans et demi que Zelensky est là. Je vais dire la chose suivante. Je vais mettre les deux dans une pièce. Je ne sais pas si je serai là ou pas. Et je pense que ce problème sera résolu. Je vous en prie. Excuse me, I'm going to suggest, because do you have any other questions? Est-ce que vous avez une autre question sur un autre On sujet? DC, because Sur Washington. I don't want them to be. Wait. Un instant. These are incredible people. I don't want them to be. Les deux personnes que vous avez à droite et à gauche ici sont des personnes exceptionnelles et j'ai pas envie qu'ils soient plantés là pour rien. Est-ce que quelqu'un a une question pour eux? Then you guys can leave. Okay, a question, Brian, go ahead. Thank you, Mr. President. All right. And by the way, this is only on DC. C'est uniquement sur Washington. Ensuite, mes ministres vont partir parce que j'ai pas envie de les laisser derrière moi faire tapisserie. L'an dernier à Washington, j'ai été attaqué par des délinquants adolescents avec... Là pour les mots donc, du président Trump au sujet de la situation en Ukraine et de cette rencontre avec Vladimir Poutine vendredi prochain. Pour continuer avec nous, Michel Fayad, notamment, on comprend la position que prend le président Trump. Elle n'a plus de secret. En gros, il dit qu'il va venir. Il est là pour faciliter le lien entre la Russie et l'Ukraine, qui va d'abord parler évidemment à la Russie, et qu'une fois qu'un accord aura été conclu, il passera la main et faites avec ça, débrouillez-vous, mais que de toute façon, il y aura des cessions de territoire à concéder, que ça ne peut pas être autrement. Oui, bien sûr. Je veux dire, la Russie s'est pas battue depuis février 2022 et perdu des centaines de milliers d'hommes pour finalement reculer. Donc évidemment, aujourd'hui, ils sont en train de grignoter du terrain. Ils ont l'offensive sur le terrain, même si ça va pas aussi vite qu'ils le souhaitent. Mais donc évidemment la seule possibilité de négociation, c'est une négociation qui concernerait une cession de territoire. Il est clair là-dessus. Et il y a aussi, comme vous l'avez précisé, le fait que toute la pression est mise aujourd'hui sur Zelensky. Et le pire des scénarios pour Zelensky, c'est vraiment que vendredi, un accord soit annoncé entre la Russie et les États-Unis et que derrière, Trump dise à Zelensky « take it or leave it », c'est-à-dire signe ou bien alors là, il y aura un gros problème. C'est à prendre ou à laisser. Parce qu'il dit que probablement Volodymyr Zelensky sera présent, peut-être dans un coin, dans un couloir à côté, il ne sera pas dans la discussion directement avec la Russie, mais que par courtoisie, il l'informera quand même de ce qui a été conclu. C'est vraiment une position très délicate qu'il assigne à Volodymyr Zelensky. S'il fait tout ce trajet pour aller là-bas, en gros, il récupérera juste les miettes de cet accord. Oui, il est en fait, c'est son pays et puis finalement il est juste informé. C'est quand même quelque chose d'incroyable, mais qui en réalité les Américains sont coutumiers du fait, parce que même avant Donald Trump, il y a eu, si vous vous souvenez, en 1990, à la fin de l'année 1990, sur le Liban, 1 million de Libanais qui manifestent chaque jour contre tout accord qui concernerait la perte de la souveraineté du Liban. Et puis finalement les Américains qui font un deal en donnant le Liban à la Syrie en échange de sa participation lors de la guerre du Golfe. Et ça, c'était au détriment du choix, de la volonté des Libanais. Et pourtant, ça s'est fait. Donc quand les États-Unis veulent, ils ont quand même la capacité de l'imposer. Et il y a quand même un élément aussi important qui a été dit lors de la conférence de presse de Donald Trump, c'est l'aspect sur la constitution ukrainienne. Parce qu'il a dit que la constitution ukrainienne, ça ne doit pas être un blocage pour une solution pacifique en Ukraine.
Claude Blanche-Maison voit mal, donc on le disait tout à l'heure, Volodymyr Zelensky passe à côté cet échange de territoire. Ce qui intéresse la Russie, en fait, c'est de désenclaver la Crimée. Il parlait de côtes, il parlait de territoire. Bon, voilà, vous l'avez perdu, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça et pas autrement. C'est ce qu'a déclaré en substance le président américain. Il donne possibilité à la Russie de non seulement de s'agrandir, mais justement de récupérer toute cette bande-là. La Russie occupe toute cette bande-là. En effet, il y a une continuité territoriale du fait qu'elle occupe cette bande entre la Russie historique et la Crimée. La question, c'est qu'est-ce qui se passe pour le reste des oblasts qui sont au-dessus de ce couloir, c'est-à-dire l'oblast de Zaporijjia et de Kherson, que la Russie n'a pas été capable d'occuper. Est-ce que ces zones que la Russie n'a pas été capable d'occuper, bon, on s'arrête là, on s'en tient à la ligne de front, ou bien est-ce que la Russie continue de les réclamer, puisqu'elle les a inscrits dans sa constitution? Moi, de la lecture... Priorité au direct, on retourne à Washington. Il souhaite que ce conflit soit résolu. Vous avez vu ma relation avec les dirigeants européens, elle est très bonne. Parfaite en vérité. Wait. And we're going to try, I'll be in touch with them. Donc je serai en lien avec eux. 5 d'entre eux m'ont appelé. Vous savez, c'est difficile, mais ils me font confiance. Et sans moi, on n'en sortirait pas. Jusqu'à ce que le dernier russe ou l'Ukrainien soit tué. Attendez, je parle aux dirigeants européens, je vais parler au président Zelensky, je vais rassembler les idées de tout le monde, j'y vais avec toutes ces idées en tête, on va voir ce qui se produit. Il va se passer une ou deux choses, ça peut être une bonne rencontre et on avancera, on y arrivera. C'est ce que j'espère qu'il y aura un cessez-le-feu le plus rapidement possible, immédiatement même. Et puis, nous échangerons avec les dirigeants européens, avec le président Zelensky. Espérons qu'on réussisse. Je pensais que vous étiez là davantage pour le dossier Washington que pour le dossier Russie. Vous savez, ce sera dans quelques jours. Sur Washington, on va reprendre en main notre capitale. On va la rendre plus belle et surtout on va la rendre plus sûre. Si sûr que ce sera un modèle pour d'autres villes. Et puis d'autres villes, je pense, chercheront à s'inspirer de tout ce que nous faisons. Il y a des gens très compétents dans d'autres villes qui pourront prendre ce type de mesures. Nous, on a un groupe de professionnels très compétents. Nous aurons une capitale qui sera très sûre, très belle et très rapide. Je vous remercie. Je vous remercie. 17h55 sur BFM TV. Dans un instant, Alain Marchal vous fera suivre évidemment ce début de soirée consacré évidemment à ces déclarations de Donald Trump. On est à 4 jours du sommet en Alaska avec Vladimir Poutine. Pour l'instant, on ne sait toujours pas si Volodymyr Zelensky sera présent ou non, acteur ou non de cet échange entre les deux chefs d'État. Avant de laisser la place à Alain, peut-être un mot justement sur les déclarations du président américain par rapport à Volodymyr Zelensky. Il dit, j'ai été contrarié, mais il dit par politesse, je vais quand même l'appeler en premier, si jamais il n'assiste pas à l'échange. Il est un petit peu, on sent qu'il est un petit peu agacé par la communication du président ukrainien, le président américain. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, il veut arriver vendredi avec vraiment cette possibilité de conclure un accord. Et il ne peut pas se permettre que l'accord soit tué dans l'œuf par Zelensky. Donc il veut montrer, il veut arriver en fait vendredi, présenter un accord et que ce soit Zelensky qui le refuse, non pas à l'avance, mais du coup après coup. Merci beaucoup. On va retrouver Antoine Hollard, notre correspondant à Washington. Antoine, pour les suites de cette prise de parole du président américain cet après-midi sur la situation en Ukraine. Oui, et ce qu'on comprend d'abord en écoutant Donald Trump, eh bien, c'est que Volodymyr Zelensky ne sera pas invité à participer à la discussion vendredi en Alaska. Trump dit que le président ukrainien peut se rendre sur place s'il le souhaite, mais en gros, il ne sera pas assis autour de la table avec Poutine et avec lui-même. Il sera simplement informé par la suite de ce que les deux présidents russes et américains se sont dit. Par courtoiserie, je l'informerai en premier de nos échanges. Voilà ce que dit Donald Trump. Il y a donc
Et évidemment, après ces propos, la crainte que Poutine et Trump se mettent d'accord entre eux sur le dos de l'Ukraine et que les Ukrainiens et les Européens par la suite soient mis devant le fait accompli. Trump a également redit que avec Poutine, ils vont discuter de choses très concrètes et notamment des concessions territoriales que l'Ukraine va devoir faire. Alors, Trump n'utilise pas ce mot de concession territoriale. Il utilise le terme échange de territoire, une façon un peu plus pudique de dire que l'Ukraine va devoir céder une partie de son territoire, mais dans la réalité, c'est bien cela dont il s'agit, des concessions que l'Ukraine va devoir faire au niveau de son territoire. Alors, quelles concessions exactement? Trump n'a pas vraiment donné de détails. On ne sait pas exactement où il veut faire passer les frontières, mais clairement, la carte de l'Ukraine va devoir être redessinée. Et Trump, on le voit, fait une pression très forte sur Zelensky pour qu'il accepte ce principe. Dans le même temps, on voit aussi que Trump veut montrer, en tout cas, qu'il ne sera pas faible face à Vladimir Poutine et qu'il ne se laissera pas faire. Il l'a dit à plusieurs reprises, j'ai toujours été fort face à la Russie. Il dit aussi que Poutine, cette fois, ne va pas m'embrouiller. C'est une citation de Donald Trump. Il explique aussi que dès les premières minutes de son échange avec le président russe, il verra si Poutine est sincère dans sa volonté ou non d'arrêter les combats. Voilà, Antoine Hollard à Washington pour BFM TV. Donc on voit que les choses s'accélèrent, le ballet diplomatique se met en place. Le point d'orgue, ce sera la réunion vendredi, ou plutôt le sommet en Alaska. Mais entre-temps, est-ce qu'on peut dire que les Européens entrent dans le jeu, dans ce ballet diplomatique, avec cette réunion virtuelle, hein, puisque ça sera des visioconférences. Et ça, c'est mercredi, avec le président Macron, très vraisemblablement à l'initiative des Allemands, des Britanniques, et très vraisemblablement Zelensky. Hein. C'est comme ça que ça va se passer. Première étape mercredi et le sommet vendredi. Hein. Mais une étape antérieure aujourd'hui, c'est la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, à l'initiative de Kaja Kallas, qui préside ce Conseil des ministres des Affaires étrangères à Bruxelles aujourd'hui. Ouais. Et cette initiative qui a été prise hier visait aussi un peu à couper l'herbe sous le pied au chancelier allemand qui voulait avoir une réunion sous sa coupe. Alors aujourd'hui, il y a une réunion donc, des 27 qui doit être en train de se terminer et qui va probablement publier un communiqué des 27 ministres des Affaires étrangères, qui naturellement rappellera le prix qu'on achète au respect du droit international, de l'intégrité territoriale des États et notamment de celle de l'Ukraine, du fait qu'on ne peut pas décider du sort d'un pays sans que ce pays participe à la négociation, l'Ukraine, et il y aura un certain nombre de principes qui seront rappelés, aussi sans doute l'importance de l'action de l'Union européenne en faveur de l'Ukraine. Parce que quand Trump dit, il l'a encore dit il y a 5 minutes, que les États-Unis ont dépensé des fortunes pour l'Ukraine et que l'Europe n'a rien fait ou pas grand-chose, c'est faux. Puisque c'est l'Europe qui en a fait le plus en termes financiers. Bien sûr, et d'ailleurs, M. Vance, le vice-président, avant-hier, a appelé les Européens à aller encore plus vite dans la dépense pour aider les Ukrainiens, bien sûr en achetant des armes américaines. C'est d'ailleurs un petit peu contradictoire avec ce que dit Trump sur le cessez-le-feu. Mais c'est pas grave, il n'en est pas une contradiction près. Donc effectivement, je crois que vendredi risque d'être un vendredi noir si Poutine et Trump arrivent à se mettre d'accord sur un échange de territoire, en l'absence des intéressés, les intéressés étant naturellement Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, mais aussi les Européens, parce que c'est la sécurité de l'Europe qui est en jeu. Si on tripote des territoires quelque part au centre de l'Europe, ça nous concerne. D'accord, mais il y a cette réunion des ministres des Affaires étrangères, ensuite il y a la réunion des dirigeants mercredi. Ça veut dire qu'en fait, ils vont dire au président Trump, voilà ce que vous devez porter aussi comme message à Vladimir Poutine. Ça va être ça, quoi, en fait, j'imagine. Oui, sauf que Trump a dit lors de cette conférence que les Européens, finalement, vont être informés. C'est même pas qu'ils vont... il ira poliment donc à la réunion de mercredi. Enfin, il écoutera poliment mercredi. C'est ça, mais il n'y tiendra pas forcément compte. Un peu comme si vous vous souvenez au moment de la guerre, juste avant la guerre entre Israël et l'Iran, où les Européens rencontraient les Iraniens et puis lui les écoutait gentiment, mais ça ne l'intéressait pas. Il avait déjà son plan. Je pense que les négociations avec les Ukrainiens a déjà commencé depuis avec les Russes, a déjà commencé depuis plusieurs jours. Des tractations diplomatiques, des va-et-vient sur un texte final. Donc, on sait aussi que Trump aime les textes courts. Lors du dernier sommet de l'OTAN, il voulait un recto, surtout pas de recto verso. Donc, en réalité, c'est ce genre un accord assez peut-être simple en termes de texte, mais des concessions importantes.